Bonjour jeunes gens, j'espère que vos vacances ont été bonnes. Alors nous voici repartis ensemble pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas, à tout moment vous pouvez faire pause et ainsi noter correctement dans votre cahier l'ensemble du cours. Prenez votre crayon rouge et changez de page. Alors nous commençons le thème 2 de géographie, des ressources limitées, à gérer et à renouveler. C'est le 9e chapitre de l'année, l'énergie et l'eau, des ressources à ménager et à mieux utiliser. Alors pour commencer, en guise d'introduction, vous pouvez noter introduction, nous allons regarder un extrait vidéo. Je vous demande de noter les 5 questions et de laisser quelques lignes à chaque fois et vous y répondrez pendant la vidéo. Allez, faites pause, le temps de recopier ces questions. L'eau sous sa forme liquide est extrêmement rare dans l'univers. Sa présence abondante à la surface de la Terre fait la spécificité de notre planète. C'est même une des conditions nécessaires à la vie, telle que nous la connaissons. La très grande majorité de l'eau terrestre forme les océans. Elle est salée et donc inutilisable pour les usages humains. L'eau douce ne représente qu'environ 2,5% de cette quantité, dont les 2 tiers sont également inexploitables puisque sous forme de glace, essentiellement en Arctique et en Antarctique. C'est donc moins d'1% de l'eau terrestre qui constitue les nappes souterraines, les lacs et les rivières, et c'est cette partie qui a depuis toujours couvert les besoins humains. Une première approche pour comprendre les enjeux liés à l'eau consiste à considérer ces cycles sur une année. Environ 500 000 km3 d'eau par an s'évaporent des océans sous forme d'eau douce, dont le 10e retombe sur les continents. Une partie de cette eau de pluie est absorbée par les écosystèmes, le reste, qu'on appelle l'eau bleue, s'écoulant dans les nappes souterraines, lacs et rivières. Au final, environ 40 000 km3 d'eau douce sont renouvelés chaque année dans les cours d'eau, ce qui correspond à 15 000 litres d'eau disponibles par jour et par être humain. Or, en fait, seuls 9% de ces ressources renouvelables sont prélevées. La quantité d'eau disponible sur Terre pourrait donc largement couvrir les besoins humains, mais sa qualité est de plus en plus dégradée et elle est très inégalement distribuée, on l'a dit, dans l'espace et dans le temps. Vous voyez ici la répartition mondiale des précipitations, les régions les plus arrosées étant généralement proches de l'équateur, le long des littoraux et des chaînes de montagnes qui bloquent les nuages. Au pied de l'Himalaya, à Cherrapunji, en Inde, il tombe chaque année 12 000 litres d'eau par mètre carré, alors que dans la plupart des États du Moyen-Orient, du Maghreb et d'Asie centrale, la pluviosité est inférieure à 100 litres par mètre carré. Cette carte montre maintenant la quantité d'eau disponible par habitant. L'Islande bénéficie de plus de 500 000 m3 d'eau par habitant et par an, tandis que la bande de Gaza, dont la densité est parmi les plus élevées au monde, ne dispose que de 59 m3. À titre de comparaison, le prélèvement par habitant dans le monde est en moyenne de 535 m3 d'eau, tous usages confondus. Alors qu'en est-il à présent de la consommation ? Le premier secteur consommateur d'eau douce est l'agriculture, qui absorbe 70% de l'eau prélevée dans le monde. Les cultures irriguées couvrent 20% des terres cultivées, mais elles fournissent 40% de la production agricole mondiale. Viennent ensuite les infrastructures industrielles qui utilisent environ 20% des eaux prélevées. Ces eaux sont généralement rapidement restituées au milieu, mais sous des formes dégradées et parfois même très polluées. Et enfin, pour 10%, il s'agit des usages domestiques. Vous voyez ici la répartition moyenne pour un citoyen français. L'hygiène est le principal poste de consommation, alors que l'eau bue n'en représente qu'une infime partie. Alors si la quantité d'eau sur Terre reste constante depuis que l'atmosphère terrestre s'est formée, les crises potentielles reposent en fait sur 3 problèmes distincts. Dans les pays industrialisés ou anciennement industrialisés, comme la France ou l'Allemagne, ce sont les problèmes liés à la destruction des milieux aquatiques et aux pollutions dues aux industries et à l'agriculture intensive qui sont les plus pressants.
Les États les plus pauvres, particulièrement en Afrique subsaharienne, sont eux, avant tout, confrontés à des problèmes d'accès à l'eau et d'assainissement. Des pays bien dotés en ressources naturelles, comme la République démocratique du Congo, peuvent ainsi connaître des situations très critiques. On estime qu'aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes ne disposent pas d'accès sécurisé à l'eau et 800 millions sont même dépourvus de services élémentaires d'eau de boisson. Les populations pauvres doivent en outre souvent se fournir en eau potable auprès de détaillants à des coûts beaucoup plus élevés que les populations plus aisées, qui sont, elles, raccordées au réseau de distribution. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous propose une correction des questions. Tout d'abord, on vous demandait combien il y avait d'eau consommable sur Terre. Il y a 2,5% d'eau douce sur Terre. Ensuite, on vous demandait où se trouvait cette eau douce. Alors, vous avez vu dans le documentaire, dans les glaciers, les nappes phréatiques et à la surface de la Terre, sous forme de lacs, de fleuves ou de rivières. Pour la question 3, je vous demandais de citer des régions, soit avec beaucoup d'eau, soit faible en eau. Alors là, vous étiez libre de choisir vos régions. Pour les régions riches en eau, moi j'ai mis l'Inde ou l'Islande, et pauvres en eau au Moyen-Orient ou en Asie centrale. La question 4 vous demandait quelle était l'activité la plus utilisatrice d'eau, et c'est l'agriculture à 70%. Alors vous n'êtes pas obligé de noter ce qui est entre parenthèses, mais 20% est utilisé pour les activités industrielles et 10% pour les usages domestiques. Alors dernière question. Finalement, quels problèmes font apparaître ces observations? Alors le premier problème touche essentiellement les pays les plus riches. C'est un problème de pollution de l'eau à cause de l'agriculture ou bien de l'industrie. Le deuxième problème touche essentiellement les pays les plus pauvres. C'est un problème d'accès à l'eau ou bien d'assainissement, c'est-à-dire de recyclage de l'eau. Alors pour finir sur l'introduction, je vous propose une question qui guidera notre cours. Donc si l'eau et l'énergie sont des ressources vitales pour l'homme, comment peut-on assurer les besoins de la population mondiale sans surexploiter ces ressources? Après ce travail introductif, je vous propose de faire une pause. Nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, repartons sur le cours. Je vous propose d'abord le grand 1. Prenez votre crayon rouge. Grand 1 donc, la gestion de l'eau, l'exemple du Moyen-Orient. Pour faire cette étude, je vous propose d'ouvrir votre manuel aux pages 236 à 239 et dans un premier temps de procéder à la lecture de ces 4 pages. Une fois que vous avez fait cette lecture, je vous propose de reproduire le schéma suivant. Et ainsi, pour étudier l'eau au Moyen-Orient, nous allons remplir ce schéma. Alors, s'agissant des besoins en eau au Moyen-Orient, vous avez dans le document 2 des réponses sur la consommation de l'eau. Ainsi, au Moyen-Orient, les besoins en eau augmentent car la population augmente et les besoins en eau augmentent aussi dans le domaine de l'agriculture et du tourisme. Dans ces pages aussi, vous pouvez voir que les ressources en eau sont limitées, donc à l'aide du document 1, mais aussi à l'aide de document 3. Ainsi, vous pouvez voir qu'au Moyen-Orient, il y a de faibles ressources en précipitations, peu de fleuves et des pays où la disponibilité est faible, comme l'Égypte ou Israël. Pour la troisième case, il s'agit de regarder le document 4 et de comprendre les conséquences de ces faibles disponibilités pour l'homme. Ainsi, vous pouvez noter que certains pays, même avec de faibles ressources, ont accès à l'eau, comme l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont des moyens financiers. Vous pouvez aussi noter qu'il y a des inégalités entre les populations face à l'accès à l'eau. Pour finir cette étude de cas, je vous propose donc 3 flèches qui amènent à réfléchir sur les solutions pour avoir accès à l'eau. Et donc pour répondre à cette case, vous pouvez observer les documents 5, 6, 7 et 8. Sur ces différents documents, vous avez différentes solutions proposées. Ainsi, vous pouvez noter les barrages ou au Moyen-Orient en particulier les usines de dessalement des eaux, c'est-à-dire qu'on enlève le sel de l'eau de mer afin qu'elle devienne de l'eau douce, ou encore toutes les techniques d'irrigation qui permettent de meilleures récoltes agricoles. Il est maintenant temps de faire une pause, nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, c'est reparti. Après avoir fait l'étude de cas de l'eau au Moyen-Orient, je vous propose une deuxième étude de cas, cette fois-ci sur l'énergie. Et voici le titre en rouge. La consommation d'énergie dans un pays qui se développe rapidement, et l'étude de cas portera sur la Chine. Nous allons procéder de la même manière. Je vous demande dans un premier temps de lire les pages 232 à 235. Allez, à nouveau faites pause pour cette lecture. Vous pouvez reproduire la première case des besoins croissants. Cette fois-ci, attention, nous sommes sur l'énergie. Et pour ce faire, pour remplir cette case, vous avez le document 2,
sur la consommation d'énergie, le document 3, le document 4 et le document 5. Vous pouvez noter qu'en Chine, la consommation d'énergie est supérieure à la production de cette énergie. La consommation depuis 30 ans a été multipliée par 4. De plus, les besoins en énergie se font sentir pour les industries ou pour la population. Et enfin, les besoins sont en pétrole, en gaz, en charbon ou en électricité. Je vous demande ensuite de regarder le document 1 et le document 5 pour répondre aux ressources limitées. Donc pour répondre à cette deuxième case, vous pouvez noter qu'il y a la présence de ressources sur le territoire chinois. Et entre parenthèses, je vous ai mis ces différentes ressources. Mais ces ressources sur le territoire sont insuffisantes. Donc la Chine est obligée d'importer ces ressources. Et ainsi, elle est dépendante par rapport à d'autres pays que je vous ai aussi mis entre parenthèses. Dans la troisième case, il s'agit de décrire les conséquences pour les hommes sur ce domaine donc énergétique à l'aide des documents 6 et 7. Donc pour cette troisième case, les conséquences sont d'abord la pollution, puisque la consommation d'énergie provoque de la pollution. Et les principales causes de cette pollution sont les véhicules, le chauffage et les industries, en particulier l'industrie dans le domaine du charbon. Pour terminer cette étude de cas, dernière case issue donc de ces trois premières, à l'aide du document 8 et du document 10, vous devez trouver des solutions afin d'avoir accès à cette ressource de façon plus durable. Ainsi, vous avez pu trouver les investissements dans les énergies renouvelables ou encore le développement d'éco-cités ou de villes durables. Et puis enfin, la volonté pour la Chine de réduire ses gaz à effet de serre. Ainsi s'achève l'étude de cas sur la Chine. Vous pouvez faire pause, vous reprendrez le cours à un autre moment. Allez, reprenons le cours. Nous allons maintenant faire le bilan de ce que nous avons vu sur l'eau dans un premier temps et l'énergie dans un deuxième temps. Grand 3, donc en rouge, bilan, l'eau, une ressource essentielle. Et tout d'abord, nous avons vu que l'eau douce est abondante sur Terre, mais qu'elle est inégalement répartie. Nous l'avions vu à travers la vidéo. L'accès à l'eau dépend de plusieurs choses. La première, l'accès à l'eau dépend du niveau de développement des pays, s'il est riche ou bien pauvre. Et il dépend aussi, cet accès à l'eau, de leur capacité à aménager leur territoire pour accéder à l'eau douce. Nous avions vu par exemple les barrages ou les usines de dessalement de l'eau de mer. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que les besoins en eau augmentent. Et c'est logique, puisque la population mondiale augmente et que la qualité de vie des hommes s'améliore. Dernière chose que nous n'avons pas véritablement citée, mais que nous avons travaillé, c'est la gestion durable de l'eau. En effet, pour avoir une bonne gestion de l'eau, il faut réfléchir en prenant en compte la ressource pour la préserver, préserver l'environnement, économiser l'eau et aussi faire en sorte que chacun ait accès à cette eau. Ainsi, la gestion durable de l'eau, c'est en fait le développement durable appliqué à l'eau. Vous pouvez ainsi reproduire ce schéma comme on l'avait fait quand on avait étudié le développement durable. Allez, vous pouvez à nouveau faire pause, nous reprendrons le cours à un autre moment. Allez, reprenons ensemble pour la dernière partie du cours. Grand 4, bilan, les ressources énergétiques. Nous allons ici faire un bilan de ce que nous avons vu avec l'étude de cas de la Chine. Et tout d'abord, la consommation d'énergie a fortement augmenté depuis les années 60. Cependant, cette consommation est très inégale selon les pays. Les pays les plus développés sont les plus gros consommateurs, comme nous l'avons vu pour la Chine. Ils sont essentiellement consommateurs d'énergie qu'on appelle fossile, c'est-à-dire non renouvelable. Ces énergies fossiles représentent 80% de la consommation mondiale. Ces énergies fossiles sont très inégalement réparties au sein de la planète et c'est pour ça que les pays consommateurs sont dépendants des pays producteurs, notamment pour le pétrole. Ces énergies sont aussi très polluantes et donc ont des conséquences néfastes pour l'environnement. Plus en plus de pays cherchent à développer des énergies renouvelables, essentiellement les pays les plus riches. Pour en finir avec ce grand cadre, je vous propose la définition d'énergie fossile, énergie issue du sous-sol ne pouvant pas être renouvelée, mais aussi la définition de l'énergie renouvelable, qui au contraire est issue d'une source naturelle qui peut se renouveler en permanence. Alors en guise de conclusion, je vous propose un schéma que vous retrouvez à la page 245 de votre manuel. Ce schéma évoque l'énergie et l'eau comme des ressources. D'abord, vous voyez à gauche des ressources vitales pour les êtres humains. Ensuite, à droite, des ressources sous tension, sources d'inégalité ou de conflits. Et enfin, en dessous, vous voyez que ce sont aussi des ressources à gérer durablement. Derrière, vous avez le concept de développement durable. Il est à mon sens intéressant de recopier ce schéma à la fin de votre cours, à la fin de ce chapitre.
Justement, ce chapitre se termine. Je vous retrouve très vite. Au revoir, jeunes gens.